Bonjour à tous, et bienvenue à nouveau sur Amour and Vengeance. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner. Commençons. Ma fiancée m'a traité de loser sans l'aide de son père. Alors j'ai coupé les ponts, et ce qui s'est passé des années plus tard leur a fait regretter chaque mot. Je m'appelle Jacques, j'ai 28 ans, et je pensais avoir la vie bien en main. Un bon poste de gestionnaire de compte dans une grande entreprise de logistique. Un appartement correct à Paris, et une fiancée, Léa. 26 ans, avec qui j'étais depuis 5 ans. On devait se marier dans 6 mois. Son père, Jean, était pratiquement à la tête de la moitié de l'entreprise où je travaillais. Il était vice-président senior, avec un réseau impressionnant. C'est lui qui m'avait décroché l'entretien d'embauche des années plus tôt, ce qui semblait être une chance à l'époque. La famille de Léa avait cette mentalité de vieille fortune, convaincue d'être au-dessus de tout le monde. Jean mentionnait souvent, l'air de rien, comment il avait fait la carrière de certains hommes et que la loyauté était tout en affaires. Sa mère, Patricia, corrigeait les serveurs de restaurants sur les accords mets-vins et laissait exactement 15% de pourboire. Parce que c'est ce que les gens du service attendent. Ces gens n'avaient jamais entendu le mot « non » de leur vie. Le contraste avec ma propre famille était frappant. Mes parents, Michel et Carole, m'ont élevé, ainsi que mon frère aîné, Rémi, avec des valeurs solides de la classe moyenne. Papa était proviseur de lycée. Maman infirmière. Et ils nous ont appris que le respect se gagne par le caractère, pas par le compte en banque. Rémi, 31 ans, travaille dans la gestion de chantier. Il n'a jamais aimé Léa, dès le premier jour. Elle te parle comme si tu étais son employé, m'a-t-il dit après le premier dîner de famille où elle a rencontré tout le monde. Elle avait corrigé maman sur la manière de servir le dîner. Qui fait ça? À l'époque, je défendais Léa. Trouvant des excuses, elle était nerveuse. Elle voulait t'aider. Mais Rémi secouait la tête. Mec, personne ne parle comme ça à nos parents chez eux. Je m'en fous de l'argent qu'a sa famille. Les signaux d'alerte étaient la saléate entre. Mais j'étais trop absorbé par ce style de vie pour les voir à ces soirées. Léa me présentait comme mon fiancé qui travaille pour l'entreprise de papa, comme si j'étais un bonus de son contrat. Elle commandait pour moi au restaurant, interrompait mes histoires pour clarifier des détails, et avait cette manie de toucher mon bras en riant aux blagues d'autres hommes, comme pour exhiber son petit ami docile. Mes parents n'ont rencontré ceux de Léa que 2 fois, mais ça a suffi. Maman m'a dit plus tard qu'elle ne s'était jamais sentie aussi mal à l'aise lors d'un dîner. Ils n'arrêtaient pas de parler de notre petite maison, et de demander si on avait envisagé de passer à autre chose, comme si notre maison n'était pas digne de leur futur gendre. Papa, ça a été plus direct. Cette fille ne te respecte pas. Jacques, elle te coupe la parole, te corrige devant tout le monde et traite notre famille comme une œuvre de charité. Es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Mais j'étais trop impliqué pour écouter. La planification du mariage a révélé qui elle était vraiment. On parlait d'une cérémonie à 100 000 € pour 300 invités, dont la plupart m'étaient inconnus. Quand j'ai suggéré quelque chose de plus modeste, Léa m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Jacques, ce n'est pas une question de ce qu'on veut. C'est une question de maintenir la réputation de notre famille. Les gens attendent un certain standing de notre part, comme si j'avais été adopté par une famille royale. Elle passait des heures au téléphone avec les prestataires, leur parlant comme à des domestiques. J'ai vu une fleuriste refaire 3 fois une proposition entière parce que la nuance de blanc n'était pas assez sophistiquée. Cette femme hurlait à propos de pétales de fleurs pendant que je me disais qu'on pourrait acheter une voiture avec ce qu'elle voulait dépenser pour des décorations jetées après une soirée. Quand j'ai mentionné que mes parents pourraient aider à planifier, la réponse de Léa a été cinglante. Jacques, ma mère a organisé des dizaines d'événements comme celui-ci. Tes parents sont adorables. Mais ils n'ont jamais géré autre chose qu'un barbecue dans leur jardin. Laissons ça aux professionnels. Le point de rupture est arrivé lors de notre dernière visite du lieu de réception. La coordinatrice a demandé des détails sur ma liste d'invités. Et j'ai mentionné vouloir inviter mon colocataire de fac, Liam, et quelques collègues qui n'étaient pas cadres. Léa a littéralement levé la main pour m'arrêter. On en a déjà parlé. Jacques, tes amis de fac ne collent pas vraiment à l'esthétique qu'on vise. Et inviter des employés en dessous du niveau de direction pourrait envoyer un mauvais message sur la hiérarchie. Là, devant la wedding planner. Elle a réduit mes amis les plus proches à des accessoires qui ne correspondaient peut-être pas à sa vision. J'ai senti mon visage s'empourprer de honte, mais je suis resté silencieux. Ce soir-là, en rentrant, la tension était palpable. Tu m'as humilié aujourd'hui, m'a-t-elle dit sans lever les yeux de son téléphone. Papa s'inquiète déjà pour ton jugement, et suggérer d'inviter tes copains de beuverie n'aide pas ta cause. J'ai demandé de quelle. Causait. Elle parlait. C'est là qu'elle a tout déballé. Soyons réalistes. Jacques,
Ton salaire est correct pour payer tes factures, mais c'est de l'argent de poche comparé à ce que papa nous offre. Sans cette famille, sans ces relations, tu n'es rien. Tu vivais dans une coloc en gagnant 40 000 € par an avant que papa te donne une chance. N'oublie pas d'où tu viens. 5 ans de ma vie réduisent à une œuvre de charité. Chaque promotion que j'avais obtenue, chaque nuit tardive au travail, chaque réussite. Tout ça n'était que des miettes lancées par Jean. Vous savez, ce moment dans Les Affranchis où Henry réalise que sa vie n'est pas ce qu'il pensait. C'est ce qui m'a frappé. Tout s'est mis en place. Les commentaires condescendants. La manière dont elle contrôlait mes interactions sociales. Comment elle me corrigeait devant ses amis comme si j'étais un diamant brut qu'elle polissait. Je l'ai regardée, en train de scroller sur Instagram. Probablement en postant sur notre visite. Parfaite. Du lieu. Et j'ai dit les 2 mots qui ont tout changé. C'était fini. Elle n'a même pas levé les yeux au début. Ne sois pas dramatique. Jacques, ce sont juste les nerfs avant le mariage. Non. Léa, c'est fini. Les fiançailles sont terminées. J'en ai assez. Ça a attiré son attention. Son téléphone est tombé, et pour la première fois en des années, j'ai vu un véritable choc sur son visage. Mais au lieu de la peine ou de la tristesse, ce qui a suivi était une rage pure et arrogante. Elle s'est mise à hurler que je ruinais tout. Comment osais-je humilier sa famille ainsi? Tu te rends compte de ce que ça va faire à notre réputation? On a déjà envoyé les faire-part. Je vais devoir expliquer à tout le monde que mon fiancé a fait une crise, pas que j'étais malheureux, pas qu'on avait des problèmes à résoudre. Juste que je dérangeais son calendrier social. Quand j'ai commencé à faire mes valises, elle a changé de tactique. Larmes, promettait de travailler sur nous. Offre de réduire l'ampleur du mariage. Mais j'étais déjà ailleurs mentalement. La personne qui pleurait sur le lit n'était pas quelqu'un que je connaissais vraiment. Juste un rôle qu'elle jouait pour me garder sous contrôle. Puis sont venues les menaces. Elle a appelé Jean pendant que je faisais encore mes valises, le mettant sur haut-parleur comme si elle appelait des renforts. Papa. Jacques a une sorte de crise. Il dit qu'il part. Il faut que tu lui parles. En moins de 30 minutes. Ses 2 parents étaient à notre appartement. Jean avait l'air d'un homme dont le portefeuille boursier venait de s'effondrer. Patricia demandait si j'avais bu ou s'il y avait une autre femme. Ils ne pouvaient pas concevoir que leur fille parfaite ne soit pas irrésistible pour tout le monde. Fiston, réfléchissons rationnellement, a dit Jean. Comme s'il concluait une affaire. Tu es clairement sous pression. La planification d'un mariage affecte tout le monde différemment. Pourquoi ne pas prendre une semaine pour te calmer? Peut-être parler à un professionnel. Quand je lui ai dit qu'il n'y avait rien à réfléchir. Son attitude a changé. Le masque de père amical est tombé. Et j'ai vu le requin d'entreprise en dessous. Jacques, je ne le dirai qu'une fois. Tu fais une erreur qui te suivra toute ta carrière. Cette famille est à tout donner. Quitte-nous. Et tu verras à quel point le monde réel peut être cruel. Je l'ai remercié pour la menace et je suis parti. J'ai passé la nuit chez Liam. Mais le premier appel que j'ai passé était pour Rémi. Putain, il était temps, a-t-il dit quand je lui ai raconté. J'attends depuis 5 ans que tu te réveilles. Toute cette famille traite les gens comme des domestiques. Tu veux que je vienne te chercher. Je suis ok pour ce soir. Mais merci. Jacques, je sais que ça craint maintenant, mais tu viens d'esquiver une balle de la taille d'une baleine. Elle aurait passé le reste de ta vie à te faire sentir que tu n'es pas à la hauteur. Le lendemain matin, Rémi est arrivé chez Liam avec du café et cette honnêteté qui m'avait manqué pendant des années. Écoute, je sais que tu l'aimais, mais l'amour ne devrait pas te faire sentir petit. La façon dont elle parlait à papa et maman, dont elle rejetait tes amis, dont elle contrôlait chaque conversation que tu essayais d'avoir. Ce n'est pas une partenaire, c'est une gardienne. J'ai appelé mes parents plus tard ce matin-là pour leur dire que les fiançailles étaient terminées. La réponse de maman a été un soulagement immédiat. Papa a été direct. C'est la meilleure décision que tu aies prise en 5 ans. Leur soutien a tout changé. Surtout quand je suis allé au RH le lundi avec ma lettre de démission. Mon manager direct, Stéphane, était confus mais professionnel. En 2 heures, j'étais convoqué à des réunions avec la direction. Jean avait clairement passé des coups de fil pour essayer de me retenir avant que je parte avec mes connaissances internes. Y a-t-il quelque chose que nous pouvons faire pour répondre à vos préoccupations? A demandé le vice-président des opérations, comme si je négociais un renouvellement de contrat. Jean parle très bien de votre potentiel ici. J'ai été simple. Circonstances familiales. Exploration de nouvelles opportunités. Reconnaissant pour l'expérience. Mais je voyais leur regard. Personne ne quitte un bon job juste avant son mariage sans un drame sérieux. Le mercredi, Léa faisait exploser mon téléphone avec des messages de plus en plus insensés. Des excuses et promesses de changement. Puis des accusations que je jetais 5 ans à la poubelle pour rien. Et enfin des menaces sur ce qui arriverait si j'essayais d'embarrasser sa famille. Rémi a lu certains messages et son visage s'est assombri. C'est du harcèlement. Elle menace ta carrière, ta réputation. Toute. Tu dois documenter tout ça au cas où ça dégénère.
Le dernier message était du pur Léa. Tu penses que tu peux juste nous quitter, tout ce qu'on a construit ensemble. Tu reviendras quand tu réaliseras que tu ne peux pas y arriver sans l'aide de papa. Ne t'attends pas à ce que la porte soit encore ouverte. C'est là que j'ai su que je n'échappais pas seulement à une mauvaise relation, mais à des gens qui voyaient les autres comme des possessions. Le premier mois de liberté a été comme se réveiller d'un mauvais rêve. J'avais oublié ce que c'était de prendre des décisions sans les soumettre à quelqu'un qui trouvait 3 problèmes à chaque choix. Mes parents m'ont proposé de rester chez eux pendant que je me réorganisais, mais j'avais besoin de mon propre espace pour me reconstruire. J'ai trouvé un petit appartement à l'autre bout de Paris. Rémi m'a aidé à déménager, et on en a fait une journée. Déjeuner. Discussion sur l'avenir. Et pour la première fois en des années, je me sentais moi-même. Tu sais ce qui est a dit Rémi pendant qu'on installait mon salon. Tu souris à nouveau. Je n'ai pas vu ce regard détendu sur ton visage depuis que tu as commencé à sortir avec elle. Mon plan d'affaires mijotait depuis des mois. Optimisation de la chaîne logistique pour les entreprises de taille moyenne. Un créneau parfait. Les grandes entreprises avaient leurs équipes internes. Les petites ne pouvaient pas se permettre de spécialistes. Mais il y avait un juste milieu où les entreprises avaient besoin d'expertise sans pouvoir embaucher à plein temps. Papa m'a tout de suite soutenu quand je lui ai expliqué le concept. Tu as les connaissances et l'éthique de travail. Si quelqu'un peut réussir, c'est toi. Ta mère et moi n'avons pas élevé des lâcheurs. Je voulais faire ça seul. Mes économies n'étaient pas énormes, mais assez pour vivre modestement 6 mois en construisant une clientèle. J'avais appris la logistique de fond en comble dans l'entreprise de Jean. Et je connaissais l'industrie assez bien pour repérer des opportunités que leurs équipes internes rataient. Mais 3 semaines après mon départ, des choses étranges ont commencé. Les appels à froid avec des clients potentiels étaient écourtés. Des collègues avec qui j'avais travaillé pendant des années étaient soudain trop occupés pour un café, un contact, qui semblait vraiment intéressé à collaborer, a annulé un déjeuner avec une excuse vague sur le mauvais timing. Puis mon voisin a mentionné avoir vu une BMW garée devant mon immeuble plusieurs fois, toujours pendant les heures de bureau quand la plupart des gens sont au travail. J'en ai parlé à Rémi lors de notre pointe hebdomadaire. Il t'observe, a-t-il dit calmement. Ces gens sont habitués à tout contrôler. Ils ne supportent pas que quelqu'un s'éloigne. Alors ils cherchent des munitions pour te ramener dans le rang. La percée s'est arrivée quand j'ai enfin connecté avec un fabricant de meubles de taille moyenne via un contact de fac qui ne fréquentait pas les cercles de jaunes. Leur PDG, François, était un gars à l'ancienne. Parti de rien. Quand je lui ai expliqué mon parcours et ce que je pouvais offrir, il m'a laissé analyser leur système de distribution. J'ai passé 2 semaines à cartographier leur chaîne logistique, identifiant des redondances qui leur coûtaient 50 000 € par an. Des goulots d'étranglement causant des retards de livraison, et j'ai conçu un plan de restructuration qui se rentabiliserait en 6 mois. Mais pendant que je travaillais sur le projet de François, le harcèlement du camp de Léa s'intensifiait. Des amis communs recevaient des appels demandant si j'allais bien mentalement. Si je supportais le stress de lancer une entreprise, Patricia postait sur Facebook des messages sur certaines personnes qui ont besoin d'aide professionnelle lors de grands changements de vie. Maman a été la première à remarquer la campagne sur les réseaux sociaux. Jacques, cette femme parle de toi en ligne. Pas directement, mais c'est évident. Elle essaye de te faire passer pour instable. La réponse de papa a été immédiate et protectrice. C'est de la diffamation, fiston. Elle essaie de nuire à ta réputation et à tes perspectives professionnelles et As-tu parlé à un avocat ? Le plus frustrant était la précision de tout ça. Rien de directement attaquable. Juste une campagne constante pour semer le doute sur ma stabilité et mon jugement. Ils essayaient de m'isoler professionnellement pendant que je construisais quelque chose de zéro. Rémi voulait régler ça plus directement. Donne-moi l'adresse de Jean. Je vais lui parler des limites à respecter. Non. Rémi. C'est exactement ce qu'ils veulent. Me faire passer pour l'instable. On gère ça correctement. Le projet de François a été un succès retentissant. Les délais de livraison se sont améliorés de 30%. Les coûts de stockage ont chuté de 40%. Et les scores de satisfaction client ont explosé. Plus important encore, François était assez impressionné pour me recommander à 2 autres entreprises de son réseau. Tu maîtrises ton sujet, m'a-t-il dit après avoir examiné les résultats. Mais je dois demander, pourquoi quitter un bon job en entreprise pour te lancer seul ? C'est un sacré risque. Je lui ai donné une version édulcorée, disant que je voulais construire quelque chose moi-même. Mais François, avec son expérience, a lu entre les lignes, leur perte est le gain des autres. Tu as des clients à vie ici. Le bouche à oreille commençait à se répandre dans la communauté logistique. Mais je sentais toujours l'ombre de l'influence de Jean. Les réunions allaient bien jusqu'à ce qu'on parle de vérifier les références. Puis soudain, ils avaient besoin de plus de temps pour évaluer les options. Mes parents étaient mes plus grands soutiens. Maman m'appelait chaque semaine pour vérifier mes progrès.
et papa a commencé à me recommander à son réseau d'administrateurs scolaires ayant besoin d'aide logistique. On est fiers de toi, m'a dit papa lors d'un dîner dominical. Construire quelque chose de zéro. Ça demande du courage. Ton grand-père aurait adoré voir ça. Au 4e mois, j'avais assez de travail stable pour louer un petit bureau et engager mon premier contractuel. Un analyste de données nommé Kevin, tout juste sorti de la fac. Motivé et brillant avec les logiciels d'optimisation. Le modèle économique fonctionnait, je ne cherchais pas à concurrencer les gros cabinets de conseil qui facturaient 500 € de l'heure pour des juniors faisant des PowerPoint. Je résolvais de vrais problèmes pour des entreprises qui avaient besoin d'expertise mais ne pouvaient pas se permettre des solutions de niveau entreprise. Mais je savais que le vrai test approchait. Le réseau de gens était profond dans le monde de la logistique, et ils devraient choisir entre un sabotage passif-agressif et une guerre ouverte. Vu ce que je savais de leur caractère, je n'étais pas optimiste sur leur retenue. Vers le 5e mois, je commençais à sentir que l'entreprise prenait vraiment son élan. Le bouche à oreille apportait des recommandations régulières, et je refusais même des projets qui ne correspondaient pas à mon focus. C'est alors que Léa a décidé de passer du sabotage en coulisses à une confrontation directe. J'étais en train de déjeuner dans un bistrot près de mon bureau quand elle est entrée. Pas une coïncidence. Elle m'a repéré et s'est dirigée vers moi avec ce sourire arrogant qui me donnait la chair de poule. « Jacques, quelle surprise de te voir ici !» a-t-elle dit assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. Je disais justement à Patricia à quel point on s'inquiétait tous pour toi. Elle s'est assise à ma table sans y être invitée, continuant sa performance pour les autres clients. Tout le monde demande de tes nouvelles. Comment tu vas depuis ta crise ? C'est si courageux de ta part d'essayer de lancer ta petite entreprise. La condescendance était palpable. Elle parlait sans cesse de ma dépression et des inquiétudes de la famille sur mes décisions, me faisant passer pour un ex instable jouant aux faux entrepreneurs. J'ai une réunion dans 10 minutes. Ai-je dit, espérant qu'elle comprenne l'allusion. Oh, avec un vrai client, a-t-elle demandé avec une fausse sollicitude. C'est merveilleux. Tu sais, si cette petite aventure de conseil ne marche pas, papa pourrait peut-être mettre un mot pour toi quelque part. Il se sent tellement mal pour la façon dont tout s'est terminé. Elle ne pouvait pas concevoir que je puisse réussir sans l'aide de sa famille. Dans son esprit, je jouais à l'entrepreneur jusqu'à ce que je revienne en rampant. Puis elle a franchi la ligne, commençant à demander au type à la table d'à côté s'il avait entendu parler des difficultés des petites entreprises. Surtout quand le propriétaire avait des problèmes personnels. Elle essayait littéralement de saboter ma réputation auprès d'inconnus en temps réel. Je me suis levé et lui ai dit que la conversation était terminée. C'est là que la vraie Karen arrogante est sortie. « Ne t'avise pas de me tourner le dos », a-t-elle crié. Assez fort pour que tout le monde arrête de manger. « J'essaye de t'aider. Tu penses pouvoir faire comme si rien ne s'était passé. Comme si tu n'avais pas vécu 5 ans grâce à la générosité de ma famille. » Tout le restaurant nous regardait. Elle devenait de plus en plus bruyante, listant tout ce qu'ils avaient fait pour moi, comme si elle lisait une facture détaillée. « Mon père t'a donné une carrière. Je t'ai donné 5 ans de ma vie. Et c'est comme ça que tu nous remercies. En humiliant notre famille et en prétendant être un grand entrepreneur. » Le gérant est enfin intervenu pour lui demander de baisser le ton. Elle s'est tournée contre lui avec une fureur totale, exigeant de savoir s'il savait qui elle était, et menaçant de parler à son siège social pour le service client. Je suis parti pendant qu'elle continuait à réprimander le gérant sur le genre de personne qu'il laissait entrer dans son établissement. C'était tellement insensé que j'ai presque eu de la peine pour elle. Mais ça a aussi confirmé ce que je soupçonnais. Il n'allait pas lâcher l'affaire discrètement. Rémi m'a appelé ce soir-là après avoir entendu parler de l'incident par des amis communs. « Jacques, tu dois prendre des mesures légales avant que ça empire. » Mon ami de fac, Thomas, devenu avocat, a partagé l'inquiétude de Rémi quand je l'ai appelé pour un conseil. Ce qu'elle a fait aujourd'hui, ce n'est pas juste du harcèlement. C'est de la diffamation. Elle fait des déclarations publiques fausses sur ta santé mentale et tes pratiques professionnelles. C'est attaquable. Dans la semaine, nous avions des témoignages de l'incident au restaurant et un schéma de comportement montrant une intention claire de nuire à ma réputation. Nous avons envoyé une lettre de mise en demeure à toute la famille. Mais je savais que ça ne les arrêterait pas. Au contraire, ça les rendrait probablement plus furieuses. Thomas m'a prévenu que des familles riches comme la leur se battaient souvent salement quand elles étaient acculées. Ils vont tout essayer pour te discréditer avant que ça n'arrive en justice. Documente tout. Ne t'engage pas directement avec eux. Il avait raison. Quelques jours après la lettre, des faux avis en ligne ont apparu sur mon entreprise, prétendant que j'étais peu fiable et que j'avais des problèmes personnels affectant la qualité de mon travail. Des posts anonymes sur des forums professionnels remettaient en question mes compétences et suggéraient que j'avais volé des informations confidentielles de mon ancien employeur. Mais mes clients, bien que peu nombreux, m'ont soutenu plus que je ne l'espérais.
François et 2 autres clients satisfaits ont publié des avis détaillés sur les résultats réels que j'avais livrés, enterrant complètement les faux. Un client a même écrit un post LinkedIn vantant mon travail, ce qui m'a apporté 3 nouvelles demandes. Rémi était furieux. Ces gens n'ont aucune honte. Ils essaient de détruire ce que tu as construit de tes propres mains parce qu'ils ne peuvent plus te contrôler. Leur campagne a fini par se retourner contre eux car elle était trop évidente. Tous les avis postés en 48 heures, utilisant un langage similaire, faisant des accusations vagues sans exemple précis. Les gens de l'industrie repéraient l'astroturfing à des kilomètres. 2 semaines plus tard, nous avons déposé des plaintes formelles pour diffamation et harcèlement contre les 3 membres de la famille. L'audience pour l'ordonnance de restriction était prévue pour le mois suivant, mais je savais que la vraie bataille ne faisait que commencer. Vers le 7e mois, je passais du temps dans un café qui était devenu mon espace de réunion officieux. C'est là que j'ai rencontré Andrea, 27 ans, designer d'intérieur indépendante, travaillant sur son ordinateur dans un coin la plupart des après-midi. On a commencé par des conversations informelles sur le travail, les luttes pour construire une entreprise de zéro. Andrea était tout ce que Léa n'était pas, indépendante, encourageante, sincèrement intéressée par ce que je construisais, pas par ce que ça pouvait lui apporter. Quand je lui ai parlé du procès et de l'ordonnance de restriction, elle n'a pas jugé ni demandé si j'exagérais. Elle a juste dit « Bravo à toi d'avoir tenu tête. Trop de gens laissent les tyrans s'en tirer avec ce genre de comportement. » Je l'ai amenée à un dîner dominical chez mes parents après 2 mois de relation. Le contraste avec la présentation de Léa à ma famille était saisissant. Andrea a discuté avec maman de sa carrière d'infirmière, a parlé boutique avec papa sur les politiques éducatives, et semblait vraiment apprécier passer du temps avec des gens qui ne cherchaient pas à l'impressionner. « Elle est merveilleuse », m'a dit maman pendant qu'on faisait la vaisselle. « Elle te traite comme un égal, pas comme un projet à améliorer. » L'approbation de Rémi était plus directe. « Ça, c'est la bonne. Et en plus, elle est canon. Content pour toi, Franguine. » Elle a fini par redessiner mon bureau quand j'ai déménagé dans un espace plus grand, et travailler avec elle m'a montré ce qu'était une vraie collaboration. 2 personnes avec des compétences différentes s'aidant mutuellement à réussir, sans qu'une essaie de contrôler l'autre. L'audience pour l'ordonnance de restriction s'est bien passée. Thomas avait tout documenté. L'incident au restaurant, les faux avis, la campagne d'assassinat de caractère. Leur avocat a essayé de me dépeindre comme un ex-vindicatif. Mais les preuves étaient accablantes. Le juge a accordé une ordonnance de restriction temporaire, exigeant que les 3 restent éloignés de moi, de mes contacts professionnels et des lieux où je menais des réunions. L'avocat de Jean a tenté de dire que cela nuirait à ses activités professionnelles, mais le juge l'a coupé. « Monsieur Jean, si vos affaires nécessitent de contacter les clients potentiels de votre ancien employé pour discuter de sa vie personnelle, peut-être devriez-vous revoir vos pratiques. » Au 8e mois. J'étais assez rentable pour embaucher un coordinateur de projet à temps plein. L'ordonnance de restriction semblait fonctionner. Silence radio de la famille de Léa pour la première fois en des mois. L'entreprise croissait régulièrement. Je sortais avec quelqu'un qui respectait ce que je construisais, et la vie semblait normale à nouveau. Puis Kevin a mentionné quelque chose lors de notre réunion d'équipe hebdomadaire qui m'a glacé le sang. Il avait réseauté à une conférence professionnelle et entendu des rumeurs inquiétantes sur l'entreprise de Jean. Peut-être rien, mais on parle d'un audit interne, des irrégularités financières ou quelque chose comme ça. Le gars avec qui je discutais a dit que Jean semblait très stressé ces derniers temps, ratant des réunions, ce genre de choses. J'ai noté l'information, mais je n'y ai pas trop pensé. Les entreprises ont des audits tout le temps, et le stress de Jean pouvait venir de n'importe quoi. J'étais plus concentré sur l'acquisition d'un gros client qui établirait vraiment la réputation de mon cabinet. C'est alors qu'Andrea et moi avons officialisé notre relation sur les réseaux sociaux, avec une simple photo de nous au dîner et une légende sur une belle soirée. 2 jours plus tard, Léa a pété un câble. J'étais en réunion client quand mon assistante m'a appelé sur la ligne d'urgence. « Jacques, il y a une situation au bureau, il faut que tu reviennes immédiatement. » Je suis rentré en trombe pour trouver 2 policiers dans le hall et Andrea assise sur le canapé, visiblement secouée. Apparemment, Léa était arrivée en hurlant à propos de moi, exhibant ma nouvelle petite amie et exigeant de savoir qui Andrea pensait être. Elle était complètement déchaînée, m'a dit Andrea. Elle m'a insulté, disant que j'étais juste un rebound et que tu reviendrais vers elle quand la réalité te frapperait, quand je lui ai demandé de partir. Elle s'est approchée de moi en criant que je n'avais aucune idée à qui j'avais affaire. Les officiers ont expliqué qu'ils avaient été appelés quand Léa a refusé de partir et a commencé à menacer Andrea. Elle avait violé l'ordonnance de restriction en venant au bureau, et ils l'ont arrêtée quand elle est devenue agressive avec eux aussi. La dame a essayé de nous dire qu'elle avait tout à fait le droit d'être là, a dit un officier avec un air impassible. Elle s'est vraiment énervée quand on lui a expliqué que ce n'était pas comme ça que fonctionnent les ordonnances de restriction.
Thomas a géré les retombées juridiques pendant que je m'occupais de l'impact professionnel. Avoir votre ex-fiancé arrêté dans votre bureau n'est pas idéal pour la crédibilité professionnelle. Mais mon équipe et mes clients m'ont incroyablement soutenu. Andrea a géré la situation avec plus de grâce que je n'en aurais eu. J'ai déjà eu affaire à des clients difficiles. Mais là, c'était un autre niveau d'arrogance. Elle semblait vraiment croire qu'elle avait un droit sur ta vie. Mes parents étaient horrifiés quand je leur ai raconté. Cette fille a besoin d'aide sérieuse, a dit maman. Personne ne devrait subir ce genre de harcèlement. La violation de l'ordonnance a entraîné une amende plus lourde et un avertissement sévère du juge sur une peine de prison en cas de récidive. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les gens désespérés font des choses désespérées. Et la famille de Léa commençait à sembler très désespérée. Au cours des mois suivants, des informations ont commencé à filtrer via des amis communs sur ce qui se passait avec l'entreprise de Jean. L'audit interne dont Kevin avait entendu parler était en réalité une enquête fédérale sur des irrégularités financières. Quelqu'un avait signalé des activités suspectes, et les autorités construisaient un dossier discrètement. Sarah, qui travaillait au service comptabilité, m'a contacté via un ami commun pour me donner un avertissement. Elle se sentait coupable d'être restée silencieuse pendant qu'ils essayaient de détruire ma réputation. Surtout maintenant qu'elle comprenait pourquoi Jean tenait tant à contrôler le récit autour de mon départ. Jacques. Jean utilise les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles depuis des années, m'a-t-elle dit lors d'une conversation prudente. Des vacances familiales comptabilisées comme du développement commercial. Les virées shopping de Patricia enregistrées comme frais de clients. Même les paiements de la voiture de Léa via de faux contrats de conseil. On parle de centaines de milliers d'euros. L'enquête avançait lentement, mais méthodiquement. Les procureurs fédéraux ne précipitent pas ce genre de dossier. Ils les construisent brique par brique jusqu'à ce que les preuves soient écrasantes. Jean continuait à se présenter au travail, mais tout le monde voyait le stress le ronger. Pendant ce temps, mon entreprise prospéra. Nous étions passés à 6 employés et avions déménagé dans un bureau plus grand. Andrea et moi étions ensemble depuis plus d'1 an. Et je commençais à penser à une demande en mariage. Mes parents étaient ravis de ma relation avec Andrea et de mon succès professionnel. On est tellement fiers de ce que tu as construit, m'a dit papa lors d'un dîner dominical. Et Andrea est parfaite pour toi. Elle est supportive et attentionnée. Puis les dominos ont commencé à tomber plus vite. Jean a été licencié un mercredi matin. Pas d'indemnité, pas de parachute doré. Juste la sécurité qui l'escortait hors du bâtiment avec une boîte d'effets personnels. L'entreprise a publié un communiqué prudemment formulé sur la découverte de irrégularités financières significatives et leur pleine coopération avec les autorités. Rémi m'a appelé dès que la nouvelle a éclaté. T'as vu l'article sur Joe, viré pour détournement de fonds? On dirait que le karma a enfin rattrapé cette famille. Les journaux économiques locaux ont repris l'histoire d'ici vendredi. Un cadre supérieur d'une grande firme de logistique licencié dans le cadre d'une enquête fédérale. Les détails étaient vagues, mais les implications claires. Ce n'était pas juste un licenciement, c'était un suicide professionnel. Sarah m'a appelé ce week-end-là avec des nouvelles de la situation familiale. Patricia appelle tout le monde qu'elle connaît pour emprunter de l'argent. Ils ont dû mettre la maison en vente, vendre les voitures, toutes. Léa s'est retournée vivre chez eux, mais ils épuisent leurs dernières économies. L'ironie était incroyable. La famille qui m'avait dit que je n'étais rien sans eux voyait leur monde s'effondrer. Toutes les relations, le statut. La sécurité financière qu'ils avaient utilisée comme arme contre moi était bâtie sur les détournements de Jean. 1 mois plus tard, les charges criminelles ont été déposées. Fraude électronique, détournement de fonds, évasion fiscale, le parfait kit de départ du crime en col blanc. La photo d'identité judiciaire de Jean a fait les nouvelles locales, montrant un homme qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 6 mois. À ce moment-là, je planifiais ma demande en mariage à Andrea. Nous avions construit quelque chose de vrai ensemble. Une relation basée sur le respect mutuel. Elle m'avait vu à mon plus bas et m'avait aidé à construire quelque chose de meilleur. Pas de drames familiaux, pas de jeu de statut, juste 2 personnes qui se choisissaient. J'ai fait ma demande un samedi après-midi dans le parc où nous avions eu notre premier vrai rendez-vous. Avec une bague simple et une question simple. Elle a dit oui avant que je finisse de demander. Rémi a été mon premier appel après qu'Andrea a accepté. Il était temps. Petit frère, c'est la meilleure chose qui te soit arrivée. C'est quand le mariage, mes parents étaient fous de joie quand nous leur avons annoncé. Bienvenue officiellement dans la famille, a dit maman en serrant Andrea dans ses bras. On ne pourrait pas être plus heureux pour vous deux. 6 mois après nos fiançailles, je passais en revue les rapports trimestriels quand mon assistante a frappé à la porte. Jacques, une femme veut vous voir. Elle s'appelle Léa, mais elle n'a pas de rendez-vous. Mon estomac s'est noué. L'ordonnance de restriction avait expiré. Et apparemment, elle avait décidé de tenter une dernière approche. J'ai immédiatement envoyé un SMS à Rémi. Léa est là. Sa réponse a été instantanée. En route, ne la laisse pas seule dans ton bureau. Je suis allé dans la réception et j'ai à peine reconnu la personne qui attendait. Fini les vêtements de luxe.
le style professionnel et la posture arrogante. C'était quelqu'un qui semblait brisé par la vie. « Jacques », a-t-elle dit doucement, la voix pleine de désespoir. « Je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux voir. Mais il faut vraiment que je te parle. » Tous mes instincts me disaient d'appeler la sécurité. Mais quelque chose dans son apparence brisée m'a fait hésiter. « Tu as 5 minutes. » Elle m'a suivi dans mon bureau et s'est assise en face de moi, les mains tremblantes. « Je sais que ce qu'on t'a fait était mal. Je sais que tu nous détestes probablement. Mais je suis désespéré. Jacques, on a tout perdu. La maison, les voitures. Toutes. Papa va en prison pour 3 ans. Et on n'a plus rien. » Elle pleurait maintenant. Mais pas les larmes manipulatrices dont je me souvenais. C'était du vrai désespoir. Celui de quelqu'un qui avait touché le fond. Maman travaille chez Carrefour. Je fais du service dans un petit resto. On vit dans un T2 et on arrive à peine à payer le loyer. L'audace était sidérante. T'aider comment? Exactement. Ai-je demandé? Peut-être un prêt, où tu pourrais m'embaucher. Je sais que je n'ai pas d'expérience, mais je peux apprendre. Je suis bonne avec les gens. Je pourrais faire des ventes, du service client. N'importe quoi. Elle ne pouvait pas croiser mon regard en parlant. C'était clairement répété. S'il te plaît? Jacques. Je sais que je n'ai aucun droit de demander, mais on est désespéré. Je ferai n'importe quoi. Je travaillerai au SMIC. Je signerai n'importe quel contrat. J'ai juste besoin d'une chance. C'est alors que Rémi est entré dans mon bureau. Je lui avais donné une clé d'urgence des mois plus tôt. Et il avait décidé que c'était le moment de l'utiliser. Tout va bien ici. A-t-il demandé. Les yeux fixés sur Léa. J'étais dans le coin. Je me suis dit que j'allais passer. Le visage de Léa a blêmi en voyant Rémi. Elle savait qu'il ne l'avait jamais aimée. Et sa présence montrait clairement que ça n'allait pas se passer comme elle l'espérait. Je l'ai laissé finir avant de répondre. J'ai regardé autour de moi, mon bureau. Mon entreprise prospère. Mon équipe qui respectait ce que nous avions construit ensemble. Puis j'ai regardé la personne qui m'avait dit un jour que je n'étais rien sans les relations de sa famille. Léa, il y a 2 ans, tu m'as dit dans notre appartement que je n'étais rien sans l'aide de ton père. Tu as essayé de détruire mon entreprise quand je t'ai quitté. Tu as violé une ordonnance de restriction pour harceler ma fiancée. Et maintenant, tu es assise dans le bureau de l'entreprise que j'ai construite, à me demander de la charité. Elle a tressailli à chaque mot, mais n'a pas interrompu. La réponse est non. Tu n'es pas ici parce que tu es désolé de la façon dont tu m'as traité. Tu es ici parce que tu as besoin de quelque chose de moi. Rémi a avancé. Je pense qu'il est temps que tu partes. Elle a pleuré plus fort, réalisant probablement que c'était sa dernière chance pour de l'argent facile. Mais on n'a plus rien. On ne sait pas ce qu'on va faire. Débrouille-toi, ai-je dit en me levant. Comme tout le monde. Travaille dur. Fais de meilleurs choix. Et arrête d'attendre que les autres résolvent tes problèmes. Rémi l'a accompagnée jusqu'au hall et s'est assuré qu'elle quitte le bâtiment. Quand il est revenu, son expression était sérieuse. 2 semaines plus tard, Andrea et moi nous sommes mariés, une petite cérémonie avec des amis proches et la famille. Tout ce que leur mariage n'était pas. Bâti sur l'amour plutôt que le statut. Le partenariat plutôt que le contrôle. Rémi était mon témoin. Et son discours sur la façon dont Andrea m'avait sauvé de la plus grosse erreur de ma vie a déclenché les plus grands rires de la soirée. Pendant la réception, papa m'a pris à part. Ta mère et moi sommes tellement fiers de l'homme que tu es devenu. Tu as construit quelque chose de vrai. Trouvé quelqu'un qui t'aime pour qui tu es. Et géré tout ce drame avec plus de classe qu'il ne le méritait. Il y a 2 ans, Léa m'a dit que je n'étais rien sans sa famille. Aujourd'hui, elle a pratiquement admis qu'ils n'étaient rien sans leur argent volé et leurs fausses relations. La meilleure revanche, c'est vraiment de bien vivre. On verra. Avais-je dit à Léa cette nuit-là. Elle avait essayé de me briser. Et on a vu, il s'avère que j'étais tout sans eux, et qu'ils n'étaient rien sans leurs mensonges.